Bonjour à tous et bienvenue sur Gamma Invest. Cette chaîne est dédiée aux finances et à l'investissement. Ici, on partage des connaissances et des conseils dans le domaine de la finance à travers trois piliers: l'immobilier, les marchés financiers et l'entrepreneuriat. Notre objectif est de vous donner les moyens d'atteindre les vôtres. Investir en bourse, investir dans l'immobilier, créer une entreprise rentable, tous ces sujets sont abordés. Si vous souhaitez en apprendre plus et améliorer votre situation financière, rejoignez-nous sur cette chaîne et préparez-vous à construire votre futur. Attention, tout ce qui est partagé sur cette chaîne ne constitue pas un conseil en investissement. Vous êtes seul responsable de vos décisions. Comment réussir la première visite d'un bien et la pré-négociation avec l'agent immobilier ou le vendeur en direct. Voilà le sujet d'aujourd'hui. Pour commencer avant une visite, la première chose à savoir, avant même de mettre les pieds dans le bien, c'est d'avoir en tête 4 prix. Le prix plancher tout d'abord, c'est le prix en dessous duquel le vendeur n'acceptera pas de vous vendre. Le prix surtout à ne pas dépasser si toutefois vous voulez avoir une offre acceptée. Pour avoir une idée plus ou moins précise de ce prix, il y a des sites internet qui vous permettent de déterminer et de retrouver les achats et les ventes qui ont été faites, et donc de retrouver à quel prix le vendeur a acheté son bien, il y a X temps. Une fois que vous avez cette information-là, vous avez juste à regarder les taux qui étaient appliqués à cette période-là, les taux d'intérêt, et vous trouvez à quelque chose près combien la personne a acheté, en gros combien elle a mis d'apport, quand vous calculez 10% du prix du bien, et à peu près combien elle rembourse chaque mois. Ça permet de calculer combien de capital elle a potentiellement déjà remboursé, ou alors si elle a déjà remboursé la totalité du prêt. Si la personne n'a plus de crédit sur le dos, elle sera moins pressée pour vendre. Le but est de calculer le coût total d'acquisition du vendeur pour ce bien, en ayant bien en tête qu'il ne voudra jamais être en perte sur cette acquisition. Les offres le mettant dans cette situation seront forcément refusées. Et il faut aussi bien prendre en compte que la personne n'est pas bête, elle a envie de faire une plus-value minimum. Donc si on lui achète le bien juste au prix auquel ça lui a coûté, elle fait zéro d'argent de bénéf. Elle récupère juste le capital qu'elle a déjà remboursé. Donc dans ces conditions, cette personne-là va pas accepter de vendre à ce prix-là. Notre prix plancher est donc proche du prix d'acquisition. Ensuite, le second prix à connaître, c'est le prix cible vendeur. Ce prix-là, c'est le prix le plus bas auquel le vendeur est potentiellement prêt à vous vendre le bien. Donc en gros, si on reprend notre exemple du départ, si notre prix plancher, c'est plus ou moins le prix d'acquisition du vendeur, notre prix cible vendeur, ça peut être ce prix d'acquisition, auquel on ajoute 10-15%, ce qui lui permettrait de faire une plus-value ou de sortir gagnant également. Le troisième prix à retenir, c'est notre prix seuil d'achat. On a déjà détaillé dans une autre vidéo de cette chaîne comment calculer ce prix seuil d'achat. Tout le but de votre négociation sera de trouver un compromis entre le prix cible vendeur et votre prix seuil d'achat. Votre prix seuil d'achat est le prix au-dessus duquel il ne vous faudra jamais acheter. Au-dessus de ce prix-là, votre investissement n'est plus rentable. Vous n'êtes plus dans les clous de ce que vous vous étiez fixé, et il vous sera très compliqué d'extraire une quelconque plus-value, ni d'être à l'autofinancement ou d'avoir un cash flow positif sur vos loyers. Ne dérogez donc jamais à cette règle. Si vous ne pouvez pas acheter en dessous de votre prix seuil ou au minimum à votre prix seuil, laissez tomber. Certains biens ont beaucoup trop de travaux à prévoir pour être rentables. De plus, tous les vendeurs ne sont pas négociables. Vous ne gagnerez pas à tous les coups. Enfin, le dernier prix à retenir, c'est tout simplement le prix du marché. C'est le plus simple à trouver et vous devez avoir le prix du marché précis dans le quartier dans lequel vous visitez et pour le type de bien que vous êtes en train de visiter. De cette façon, vous aurez une idée très précise du prix maximum auquel vous pourrez revendre le bien après rénovation. Et vous saurez également si vous êtes vraiment en train de faire une bonne affaire et d'acheter en dessous du prix du marché ou pas. Une fois ces 4 prix en tête, vous pouvez aller visiter. Arrivez toujours en avance à une visite, entre 5, 10, 15 minutes avant, et faites le tour du quartier. Premièrement parce que les vendeurs détestent attendre et vous marquerez vraiment de très mauvais points si vous arrivez en retard dès le début. Secondement, ça vous permettra de vous faire une idée du quartier, des commerces qu'il y a, de la distance qu'il y a entre le bien en question et tel commerce, ou l'hypercentre, les arrêts de bus, les écoles, etc. Tout ça, ça rentre vraiment en compte dans la prise de valeur d'un bien. Une fois dans le bien, vérifiez les points suivants: l'état de la toiture et de la couverture, le raccordement au tout à l'égout, s'il est bien effectif, les installations électriques et de gaz, et l'état des huisseries. Ce sont ces différents points qui coûteront le plus cher lors de la rénovation. Ensuite, prêtez bien attention à la distribution des pièces, les arrivées d'eau, les arrivées d'élec, pour savoir comment vous allez pouvoir redispatcher les pièces et quels sont les changements que vous allez pouvoir mettre en place. Gardez l'esprit ouvert et ne vous fermez aucune option. Faites en sorte de voir ce que les autres n'auront pas vu. Si les précédents acheteurs potentiels n'avaient pas vu que tel ou tel mur n'était pas porteur et qu'il pouvait être enlevé, et que vous vous en rendez compte, et que ça permet d'ouvrir la pièce et de faire une plus grande pièce de vie, ce qui était le gros défaut du bien, alors vous venez de taper dans le mille. Vous venez de trouver une solution pour faire prendre de la valeur à ce bien. Ça aurait aussi pu être le cas
avec des combles aménageables par exemple, ou alors une dépendance à rénover. Peu importe, tout ce qui vous fera gagner des mètres carrés habitables, ou alors du confort sur la distribution des pièces, ça vous fera gagner de l'argent. Donc surtout, n'allez jamais à une visite avec une idée déjà arrêtée dans votre tête, sans vouloir y déroger. Sinon, vous allez juste vous fermer des options qui auront pu vous faire gagner beaucoup d'argent. Passons sur un autre conseil maintenant lors de vos visites. Laissez des blancs lorsque vous discutez avec la personne avec qui vous visitez. C'est psychologique, les personnes chercheront toujours à combler ces blancs. Et plus elles en diront, plus vous en apprendrez sur le bien, et plus vous aurez des armes de négociation. Et inversement, plus vous parlerez, plus vous semblerez attiré par le bien, et moins la négociation sera facile derrière. Donc ne vous dévoilez pas, laissez les personnes parler avant de se dévoiler par elles-mêmes. Autre chose, cela semble logique, mais souvent on ne respecte pas cette règle. Ne faites pas trop de compliments sur le bien, gardez les compliments dans votre tête, pour vous. Par contre, appuyez chaque défaut du bien, de façon tout à fait cordiale sans être agressif ni rien, car il ne faut surtout pas braquer le vendeur. Mais il est important de le faire, de cette façon, petit à petit, la valeur perçue par le vendeur pour son bien va diminuer, et il va commencer à douter. Et c'est lorsqu'il commence à douter qu'il est capable de baisser son prix ou d'accepter une négociation plus agressive. Il est également bon lors de la conversation de trouver des points communs avec le vendeur, tout ce qui pourra faire jouer l'affect et qui lui permettra d'avoir une meilleure estime de vous. Il faut essayer de le faire sortir de cette espèce de rôle qu'on a d'acheteur et de vendeur, et vraiment d'arriver dans une discussion, qui peut être sur des sujets tout à fait différents, c'est même mieux, pour détendre l'atmosphère et sortir de ce registre. Il est également bon de vite savoir pourquoi le vendeur vend, et de vite déterminer si c'est plutôt la carotte ou le bâton qui le tient. Je vais vous expliquer ce concept. Soit c'est la carotte et à ce moment-là le vendeur vend parce qu'il a une grosse plus-value à aller chercher, soit c'est le bâton et dans ce cas-là c'est mieux pour nous, il vend parce qu'il est dans une situation critique. Soit il a des dettes et des frais à rembourser qu'il ne peut plus trop rembourser. Ça peut être le cas dans des successions où les enfants héritent et ils ont des frais sur le bien et ils veulent le revendre au plus vite. Ou alors c'est une histoire de temps et les vendeurs sont très pressés pour X raisons, ça peut être un divorce, ça peut être un décès, ça peut être une mutation. Dans tous ces cas de figure, on peut faire de très bonnes affaires. Parce que retenez bien ceci, un vendeur qui veut vendre vite est un vendeur qui est prêt à baisser son prix. Donc il est important pour vous de savoir au plus vite si c'est la carotte ou le bâton qui tiennent le vendeur. Si dans le premier cas, c'est la carotte, et que le vendeur veut juste récupérer une grosse plus-value mais qu'il n'a rien qui presse, et qu'il a les moyens de payer les frais sur le bien, taxes foncières, etc., il sera bien moins négociable qu'un vendeur qui est tenu par le bâton. Durant toute la négociation, il sera vraiment important que vous fassiez jouer l'émotion du vendeur sans jamais que la vôtre soit mise en cause. Il faut rester le plus rationnel possible. Pour cela, il faudra écouter sincèrement ce qu'il vous raconte et vous intéresser à lui. Une négociation n'est rien d'autre qu'une relation entre deux personnes. Courte, certes, mais une relation quand même. Donc c'est très important que la personne en face de vous se sente écoutée. Il faut lui faire comprendre que vous n'êtes pas l'un contre l'autre, mais l'un avec l'autre. Vous êtes venu ici pour acheter et il est là pour vendre. Il y a déjà la moitié du chemin qui est parcouru. Pour l'autre moitié, vous avez juste à réussir à vous mettre d'accord sur un prix. Rien de plus. Vous êtes des partenaires, car à partir du moment où vous achetez, les problèmes inhérents aux biens qui étaient les siens deviennent les vôtres. Gardez bien ça en tête et expliquez-lui de cette façon-là lorsque vous êtes en train de décrire les défauts du bien. Bien remettre cette relation de gagnant-gagnant est aussi importante lorsque le ton monte dans la discussion, afin d'apaiser tout le monde et de repartir sur de bonnes bases. Une autre astuce à avoir est de négocier un prix en dessous du prix que vous étiez vraiment fixé. Pendant toute la négociation, négociez un prix en dessous de ce que vous étiez fixé, comme si c'était vraiment le prix seuil que vous ne pouviez pas dépasser. Il faut vraiment que vous le viviez comme ça et que le vendeur en face soit persuadé que le prix que vous êtes en train de négocier avec lui est vraiment votre dernière limite. Comme cela, si à la toute fin, vous arrivez à céder sur la négociation, il aura l'impression d'avoir gagné et que vous vous êtes saigné pour cette vente, alors que ce n'est pas le cas. Par contre, en tant qu'acheteur, il faut bien vous mettre dans la tête que plus la négociation est dure, plus ça signifie que vous êtes proche du prix plancher vendeur, et donc que votre offre est bonne et que vous êtes dans le vrai. Il vaut mieux être dans ce cas-là, plutôt que dans le cas de figure où le vendeur vous accepte tout de suite l'offre que vous lui faites. Car si c'est le cas, cela veut dire que vous n'avez pas été assez agressif dans la négociation, et que vous auriez pu et dû négocier beaucoup plus et aller chercher un prix beaucoup plus bas. Mais à ce moment-là, c'est déjà trop tard, vous venez de passer à côté de plusieurs milliers d'euros d'économie, si ce n'est pas des dizaines de milliers. N'oubliez pas qu'une bonne affaire se fait en deux temps. Premièrement à l'achat, et deuxièmement à la revente. Mais 80% du boulot doit être fait à l'achat. Si vous achetez mal, il sera très compliqué de bien revendre. Un autre conseil puissant de négociation à retenir, c'est de ne jamais négocier le prix, mais plutôt la valeur. Autrement dit, arrêtez de vous focaliser sur le prix. Vous pouvez négocier plein d'autres points, en plus que la négociation du prix. Et toutes ces petites négociations mises bout à bout peuvent également vous faire économiser beaucoup d'argent. Par exemple, négocier l'entretien de la chaudière,
ou alors de ne pas payer les prorata de taxes foncières. Ou bien si vous êtes dans le cas où le bien que vous achetez est très encombré de plein de meubles ou autre chose, vous pouvez négocier le fait que ça soit à la charge des vendeurs de désencombrer l'intégralité du bien. Si une ou deux fenêtres sont pas en double vitrage mais en simple vitrage, vous pouvez négocier que ça soit fait en amont de la vente. Tout est négociable, tant qu'on a le cran de le négocier. La force de cette astuce est qu'il est beaucoup plus simple de négocier ce type d'arrangement qu'un montant en euros. Car pour le vendeur, c'est beaucoup moins concret et beaucoup plus plaisant que d'entendre qu'on veut négocier X somme en euros. Sauf que mis bout à bout, toutes ces petites négociations vous auront bel et bien fait économiser cette somme en euros. Cette astuce marche aussi dans le cas de figure où on veut se démarquer de la concurrence lorsqu'on fait une offre. Par exemple, si c'est une personne âgée qui est en face de vous et que le bien qu'elle souhaite vendre est rempli de vieux meubles et de vieux objets, qu'elle est censée vider avant la vente, alors vous pouvez lui dire que vous lui faites une offre à tel prix, mais que vous vous occuperez de tout ce qui est désencombrement du bien. De cette façon, elle n'aura pas besoin de le faire avant la vente. Ce genre de petit arrangement qui semble anodin d'extérieur peut vraiment faire la différence sur une négociation. Parfois, certaines personnes préfèrent dépenser quelques milliers d'euros en plus, du moment que ça peut leur éviter d'avoir à faire telle ou telle action derrière. Lorsque vous arrivez vers la fin de la visite, pensez à poser la question suivante. Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre sur le prix? Et si oui, de combien est-elle? Cette question très simple a un énorme pouvoir. Vous n'avez à aucun moment encore négocié le prix. C'est le vendeur ou l'agent immobilier en face de vous qui va par lui-même vous faire gagner votre première négociation, en tout cas la première partie. Car à l'instant même où il vous aura dit par exemple que la marge de manœuvre est de 10 000 euros, vous saurez d'ores et déjà que le prix que vous devez continuer à négocier maintenant, ce n'est plus le prix affiché, mais le prix moins ces 10 000 euros. Une fois cela fait, pensez à refaire un second tour du bien en prenant une vidéo complète du bien. Ça vous permettra de rien oublier, de pouvoir retourner dessus quand vous avez un doute sur le dispatchement d'une pièce ou quoi que ce soit d'autre sur le bien. Bien sûr, avant ça, demandez l'autorisation à l'agent immobilier ou au vendeur en face de vous. S'il y a des points précis que vous souhaitez retenir, n'hésitez pas à prendre des photos sur ces points précis dans le bien. Une fois tous ces conseils dits, je sais que ça fait beaucoup, mais rassurez-vous, il faut bien que vous ayez en tête que plus vous allez progresser dans le business et dans l'immobilier, plus vous ferez d'argent, plus vous serez sur des gros deals, sur des gros achats, et moins vous aurez de concurrence. Car c'est sûr qu'au début, il y aura plein de personnes en concurrence avec vous. Pour acheter un appart, pour acheter une maison, il y a énormément de personnes qui ont les moyens de le faire. De gros immeubles de rapport, ou alors un lot de biens, à ce moment-là, la concurrence sera beaucoup moins rude. Il y aura beaucoup moins de personnes. Par contre, les personnes en face de vous seront également très bien formées et sauront absolument de quoi elles parlent. Il n'y aura plus de débutants. Donc acceptez cette grosse concurrence au début, faites votre chemin, et progressez de jour en jour, c'est tout ce qui compte. Merci d'avoir été présent sur cette chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur l'immobilier, les marchés financiers et l'entrepreneuriat. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Merci encore pour votre soutien et à très vite sur Gamma Invest.